Non, non, ce n'est pas un défaut. Merci, Monsieur Jamin. Bonsoir à tous, Xavier Jamin. Je ne suis pas résident à Saint-Lô-d'Estran. Je suis désolé. Pas encore, peut-être, je ne sais pas. Donc, je travaille également à l'agglomération Creil-Sud-Ouest dans la direction de Fabienne Clerville. Ma mission, en fait, c'est de gérer la gestion de l'eau en général, mais le grand cycle de l'eau essentiellement, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des milieux aquatiques, la gestion du pluvial, également la protection de la ressource en eau au niveau des captages de Précy-sur-Oise et tout ce qui concerne également les inondations. Je vous propose de partir sur votre support. Vous avez ce qu'il faut. On commentera au fur et à mesure, y compris avec Éric Muller, qui avait beaucoup travaillé dès les jours suivant les coulées sur un certain nombre de constats et qu'on retrouve aussi dans ce document. Très bien, donc la présentation, elle va se décliner en deux grands points. Un état des lieux, donc on va revenir sur les circonstances effectivement que vous avez vécues le 1er mai, les raisons peut-être qui expliquent également ce qui s'est passé et ensuite des propositions de solutions. Donc on m'a demandé de vous présenter, on va dire déjà un petit peu les b.a.-ba en fait sur les problématiques de coulée de boue. Pour ça, pour revenir en fait à l'essentiel, qui est la pluie qui tombe. Déjà, si on est seul, si on n'avait pas cette pluie qui tombe de façon très aléatoire, on n'aurait pas de problématique de coulée de boue. Et donc, c'est pour ça que je vous ai remis en fait dans la première diapositive les définitions en fait de l'eau pluviale, c'est-à-dire que c'est toutes les précipitations atmosphériques qui tombent sur le sol et qui ne sont pas encore chargées en fait par les particules de terre que l'on a pu voir descendre les rues de Saint-Lô-d'Estran. Et c'est la deuxième étape, le ruissellement, qui lui justement évoque en fait le tracé de l'eau à la surface du sol qui se charge en matière de sol et ensuite qui va aller s'écouler de l'amont vers l'aval, forcément de façon gravitaire, jusqu'à son point bas. Généralement, c'est le cours d'eau. Le ruissellement, c'est également, on va dire, l'inverse de l'infiltration à la parcelle. Et ça, on le verra plus tard, je vous réexpliquerai. C'est un peu ce qu'on recherche généralement pour éviter toutes les problématiques. Sur la deuxième slide, donc je vous ai fait un état des lieux en fait de ce qui arrive en fait sur Saint-Lô-d'Estran. Alors vous n'êtes pas les seuls concernés. Il y a un plateau agricole en fait qui se trouve au-dessus de vos têtes, on va dire, et qui englobe en fait 3 communes, Cramoisy, Tiverny et Saint-Lô-d'Estran. Sachant que là encore, cette eau, en fait, elle va partir du point haut. Donc généralement, c'est le sommet en fait du plateau calcaire que vous avez au-dessus de Saint-Leu, et qui va suivre en fait des sens d'écoulement de l'amont vers l'aval, sachant qu'il est découpé sur plusieurs bassins versants. Il ne va pas suivre toute l'eau à partir d'un seul côté, mais va bien suivre en fait les différents reliefs du sol. Et puis, il faut aussi savoir que l'eau n'a pas de frontière administrative. Et ce sera aussi un peu le sujet que l'on va aborder ce soir, parce que on est bien sur 3 communes qui sont affectées de la même façon sur les problématiques. Et ça, il va falloir le gérer de façon un peu plus collective ou collégiale pour résoudre les problématiques. Un autre point aussi qui est essentiel, c'est de savoir en fait de quoi on parle en termes de pluvial. On parle de pluvial urbain et de pluvial rural. Pluvial, c'est essentiellement l'eau qui rentre en fait dans tous les réseaux d'assainissement pluvial ou qui suit en fait un bord de chaussée, un trottoir, un caniveau. Ça, on est vraiment dans le modèle urbain. Par contre, on a le pluvial rural qui, lui, en fait, s'écoule dans la partie agricole, généralement. Désolé. OK. Je recommence à zéro, c'est ça? Non, quand même pas. Donc, en fait, la différence entre le pluvial urbain et le pluvial rural, il est quand même assez ténu. Et généralement, en fait, le législateur nous a proposé de travailler essentiellement sur le pluvial urbain. Parce que c'était assez facile de gérer de l'eau dans des tuyaux. On savait le faire en assainissement, on sait le faire en eau potable. Donc, ils se sont dit, on va faire la même chose en pluvial. Et donc, ça pouvait résoudre les problèmes. Sauf que, vous voyez sur la photo que je vous ai mise, entre le pluvial urbain et le pluvial rural, il n'y a pas grand-chose en fait. Il
il y a peut-être quelques mètres qui séparent. Et généralement, l'eau pluviale rurale arrive en fait dans le pluvial urbain. Et c'est grosso modo ce que vous avez connu en fait lors de l'épisode pluvieux du 1er mai de cette année. Hop. Donc, la suivante, c'est pour vous expliquer justement les compétences de chacun. Alors aujourd'hui, la compétence en fait sur le pluvial rural est à la commune en fait, et donc c'est à chaque commune de gérer son pluvial rural. Et puis sur la partie pluvial urbain, là ça rentre dans les compétences de l'AXO, qui gère donc le pluvial urbain comme je vous l'ai dit, la GEMAPI, la gestion des inondations et également en fait la protection de la ressource en eau. Donc ça c'est grosso modo les grandes missions que je dois gérer à l'échelle de l'AXO. Et puis, on s'est rendu compte que, comme il y avait beaucoup de perméabilité entre les deux domaines, il a été proposé par le président de l'agglomération Creil-Sud-Oise en septembre dernier de demander en fait de prendre la compétence à l'échelle de l'agglomération, donc sur toutes les 11 communes de l'agglomération, et de pouvoir gérer cette problématique de la gestion des eaux pluviales rurales, donc le ruissellement et l'érosion à l'échelle des parcelles agricoles, de pouvoir le gérer à l'échelle de l'agglomération et non plus à l'échelle de la commune. Donc ça, c'est un processus qui est en cours en fait, de validation sur lequel vous allez être sollicité prochainement. En fait, vous l'avez déjà voté. Donc pour pouvoir justement enchaîner l'ensemble des démarches administratives. La délibération a effectivement été transmise début octobre et vous allez être sollicité pour vous prononcer en fait sur cette prise de compétence. Chaque commune dispose de 3 mois pour se prononcer. Et ensuite, tout est transmis à la préfecture qui prend l'arrêté de transfert de la compétence. J'en profite pour préciser que le souhait du président avait été encouragé dès le premier jour par les maires les plus concernés, dont moi, de manière à ce qu'effectivement, il soit bien perceptible qu'on ne veut pas se décharger de la responsabilité. Je ne voulais pas que les habitants pensent qu'on fuyait nos devoirs. Mais en même temps, comme vous avez commencé à le dire, il y a clairement des positionnements très imbriqués, et donc ça n'aurait pas trop de sens de faire les choses dans son coin. Donc pour faire la suite à ce cadre réglementaire, on va revenir en fait sur l'épisode exceptionnel du 1er mai. Alors il a été exceptionnel à plusieurs titres. On est parti en fait d'une année, on va dire hivernale, qui était déjà très pluvieuse. 40% supplémentaires en fait par rapport à la moyenne classique. Donc on avait des sols qui étaient complètement gorgés d'eau durant toute cette période hivernale. Ensuite, du fait aussi de la pluviométrie hivernale importante, il y a eu un retard en fait chez les agriculteurs pour implanter en fait leur culture de printemps. Donc au final, on avait soit des parcelles qui n'étaient pas encore implantées, soit qui venaient juste d'être implantées, notamment en maïs et éventuellement certaines betteraves. Donc grosso modo, il y avait 1 ou 2 feuilles qui sortaient de la terre, mais ça s'arrêtait là. Et puis là-dessus, c'est rajouté en fait l'épisode pluvieux, 46 mm que vous avez vu tomber en l'espace de 2 heures. Donc un phénomène quand même assez court et intense. À titre de comparaison, la semaine dernière, on a eu 56 mm sur 16 heures. Je pense que vous n'avez pas eu de problème. Ça ne s'est pas reproduit. Donc c'est bien pour identifier le fait qu'il faut réunir quand même un certain nombre de conditions pour arriver en fait aux différentes photos que je vous ai retracées en dessous et qui sont issues de votre commune et que vous avez quasiment tous vues, j'imagine, le 2 mai, lorsque tout le monde s'est réveillé avec les pieds dans les bottes et essayé de marcher dans la boue. Donc voilà à peu près le cadre dans lequel on se trouve. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, en fait, était considéré comme un événement en fait centenal. Sauf qu'au fur et à mesure d'avoir des événements centenales qui se reproduisent très régulièrement, on n'appelle plus ça des événements centenales, mais on appelle ça des événements décennales. Donc finalement, avec le changement climatique, on se retrouve avec des protocoles en fait, qui changent beaucoup et sur lesquels il va falloir s'adapter dans les années futures. Et ça, c'est tout l'enjeu en fait, de notre travail et des choix politiques qu'il faudra mener. Alors pour ça,
on va passer en fait à un certain nombre de propositions de solutions. Donc, comme on l'a dit, l'agglomération Creil-Sud-Oise est en train de prendre la compétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va non pas travailler tout seul dans notre coin, mais on va venir travailler avec vous, en fait. Et on va essayer de trouver des solutions avec l'ensemble des partenaires, mais aussi avec l'ensemble des communes, pour trouver, en fait, des propositions qui soient adaptées au niveau du contexte du terrain, adaptées également au niveau des enjeux, on va dire, territoriaux, qui pourraient se créer entre plusieurs communes. Et puis, on va essayer d'étudier, en fait, bassin versant par bassin versant. Comme je vous ai mis sur les précédentes photos, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on a un écoulement qui part d'un côté ou un autre, ben là, on a un bassin versant, en fait, qui est adapté, en fait, à chaque écoulement. Une fois qu'on a étudié ce bassin versant, c'est-à-dire on l'a délimité, on va identifier, en fait, les quantités d'eau qu'il va falloir gérer, soit pour un épisode décennal, cinquantennal ou centennal. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a à gérer. Et puis, on va essayer de privilégier justement l'infiltration au point d'impact, c'est-à-dire à la parcelle. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, à essayer de faire des grands bassins de récupération d'eau si avant, en fait, on n'a pas géré de toute façon notre point d'impact et donc l'infiltration directement dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'évolution, on va dire, de l'agriculture et du modèle agricole qu'on connaît depuis une quarantaine d'années, on a finalement privilégié quoi? Un système de culture qui revient sans cesse, en fait, de façon très courte, qui alterne très peu. Et puis ensuite, on continue à utiliser des machines de plus en plus lourdes. Et donc, on a des tassements de sol, et ce qui ne favorise pas finalement, en fait, l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on travaille avec tous les acteurs. Donc, on va travailler avec les agriculteurs, on va travailler avec les industriels s'il y en a, avec les élus, avec les habitants, pour pouvoir essayer justement d'avoir le maximum de connaissances et de pouvoir utiliser aussi tous les outils réglementaires et techniques qu'on a en notre possession. Donc l'idée, ce n'est pas de travailler tout de suite dans des aspects, on va dire, très rigoristes, à essayer de mener, on va dire, des discussions où on impose les choses aux gens, et puis derrière, s'ils ne veulent pas, on y met du juridique derrière, on y met une DIG, une DUP, enfin voilà, des grands textes en fait qui font toujours un peu peur. L'idée, ça va être de pouvoir négocier, de travailler en fait et de trouver des solutions techniques vis-à-vis de tout le monde. Donc pour ça, on a déjà en fait en amont des propositions de solutions en fait hydrauliques, alors qui doivent essayer d'avoir toujours en l'esprit en fait une multi-réponse et multi-acteurs. Si on n'a pas ça en tête, en fait, on va toujours se focaliser sur un point bien donné, et puis on aura du mal derrière à expliquer ça à d'autres personnes, et ça pourra peut-être éventuellement gêner d'autres personnes. Donc pour ça, il va falloir qu'on travaille à l'échelle des parcelles agricoles, donc avec les agriculteurs, à l'échelle des fils d'eau, ça c'est au niveau des élus aussi, quand je dirais un fil d'eau va aller s'écouler dans une rue directement, et puis à l'échelle de la commune de façon plus générale, en fait, pour trouver des solutions. Alors, les grandes techniques aujourd'hui qui sont déjà mises en avant, c'est d'essayer de travailler plus avec le naturel. Donc, c'est d'essayer d'installer des fascines, vivantes ou non vivantes. Donc, alors, une fascine, c'est un amas en fait, de branchage que l'on va mettre en fait, à l'échelle d'un bas de parcelle, par exemple, pour retenir un peu l'eau. Et puis, cette fascine, elle va vivre. Donc, si on la plante avec du saule ou des choses comme ça, elle va reprendre et on va en faire une fascine, mais qui va se transformer plutôt en haie, donc au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. On peut mettre en place des noues ou des fossés. Alors une noue, c'est juste une dépression dans le sol qui va commencer à stocker de l'eau, en fait, et qui va permettre de freiner l'eau, en fait, par rapport à la partie aval. Donc plus on va essayer de décaler dans les différents bassins versants l'arrivée d'eau au point bas, moins vous aurez d'eau qui arrivera au point bas au même moment. Et donc, vous éviterez en fait les inondations sur le point bas. Donc, l'idée, c'est aussi de freiner l'eau en fait, de chaque côté. Un point que je n'ai peut-être pas aussi abordé, le plus important, en fait, ce n'est pas de stopper l'eau. Ça, on n'y arrivera jamais, et je pense que vous en êtes tous conscients. L'idée, c'est de séparer l'eau de la terre. Et qu'il n'y ait surtout pas de terre, en fait, qui arrive jusque dans votre village. Je ne sais même pas si on peut dire un village. Une petite ville. Un bourg.
Un peu plus, d'accord. Donc l'idée c'est bien ça, c'est d'essayer de stopper la terre au maximum, le plus en amont possible. Donc l'idéal c'est de le retenir dans le sol, et donc ça on va essayer de travailler les agriculteurs pour qu'il y ait plus de rugosité dans le sol, pour qu'il y ait plus d'eau qui rentre dans le sol. Pour ça, voilà, on va essayer de travailler avec des techniques, je vous en reparlerai après. Et puis ensuite, si vraiment on a des pentes qui sont quand même assez importantes à certains niveaux, des ruptures, au niveau de la rupture de plateau, là il faut qu'on arrive à piéger en fait tous les sédiments qui veulent partir avec l'eau. Et plus on arrivera à stocker la terre en amont, plus on n'aura que de l'eau qui sortiront en fait, et qui évitera en fait de boucher tous les avaloirs, tous les réseaux d'assainissement que vous avez pu avoir, et qui, eux, une fois qu'ils sont bouchés de terre, l'eau, elle passe sur la rue et puis elle inonde partout. Donc pour ça, on a donc les fascines, les noues, on a des bandes enherbées qu'on peut mettre le long des parcelles agricoles, on a des haies, on a également des talus qu'on peut remettre une sorte de merlon, on va dire, pour stocker aussi un peu l'eau et la freiner. On peut remettre en place des mares tampons. Alors ça, il faut aussi avoir un contexte, on va dire, de sol qui le permette, c'est-à-dire un sol qui va retenir l'eau avec de l'argile. Donc ça, il faut voir aussi dans quelle partie en fait, du territoire on se trouve. On peut replanter aussi des bois, donc ça, faire une sorte de filtre tout autour de la ville pour pouvoir avoir justement quelque chose qui va freiner les choses. On peut remettre en place des prairies inondables, mais ça, c'est un petit peu difficile dans un contexte aujourd'hui où sur notre territoire où on a très peu d'élevage. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner ça en fait d'une gestion de filière d'élevage. Et puis en dernier lieu, on a aussi les bassins d'infiltration, c'est-à-dire qu'on va creuser dans le sol de façon bien appropriée en aval d'un bassin versant une partie où on va stocker l'eau et on va essayer de l'infiltrer au maximum. C'est grosso modo ce que l'on a derrière la cité du Val, où toute l'eau en fait qui a été stockée, qui venait du bassin, je ne sais plus le nom que ça peut avoir, en amont c'est le Val. Le Val du Val. Voilà. Et donc, on a réussi en fait à arrêter la terre dans le fossé et dans les bassins pour pouvoir avoir une infiltration qui se fasse uniquement au niveau du bassin et pas avoir de problème sur la partie cité du Val. Les propositions en fait agronomiques qu'on va essayer de travailler avec les agriculteurs, c'est d'essayer de revoir un morcellement de parcelles. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué avec les agriculteurs parce que voilà, la mécanisation n'aidant pas, on est plutôt passé sur des parcelles qui sont de plus de 10 hectares, qui sont très longues, pour pouvoir optimiser, on va dire, les différentes techniques et le temps en fait, de travail de chaque agriculteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, selon les dernières études en fait, qui ont été faites par des chercheurs en, fait, en agronomie dans le 76, si vous avez une parcelle de plus de 12 hectares et 400 mètres linéaires tout du long, c'est là où vous provoquez en fait, finalement du ruissellement et sur lequel vous ne pouvez plus agir en, fait, en tant qu'agriculteur. Et donc là, normalement, vous risquez d'avoir, sur un gros événement pluvieux, des soucis. Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est que chaque agriculteur, dans ses baux, a le devoir de garder sa terre dans sa parcelle. C'est une gestion de bon père de famille. Et donc ça, en fait, il le doit à son propriétaire. Donc c'est aussi un des contextes dans lesquels il faut qu'on travaille avec les agriculteurs. Une solution qui peut aussi apparaître, c'est d'essayer d'alterner au maximum en fait l'assolement. L'assolement, c'est quoi? C'est le choix en fait de positionner telle culture dans telle parcelle et donc d'alterner des cultures d'hiver et des cultures de printemps. Culture d'hiver, on a généralement du blé, du colza. On peut avoir de l'orge d'hiver. Et puis au printemps, on va plutôt mettre du maïs, de la betterave, ce genre de culture. Donc ça, il faut essayer justement d'alterner au maximum pour éviter que toutes les parcelles, tout un même lot de parcelles, finalement, se retrouvent avec que des cultures de printemps et qu'au lieu d'avoir 10 hectares de betterave, vous en avez 50 d'un seul tenant et que là, il suffit d'avoir l'événement qu'on a eu au 1er mai et tout part d'un coup. Ce qu'il faut également essayer de regarder et de chercher avec les agriculteurs, c'est de trouver en fait la mise en place de nouvelles cultures dites pérennes. Donc ça, on a un certain nombre en fait de possibilités pour pouvoir essayer de mettre une culture qui va rester en place tout le temps. Et plus vous aurez une culture qui, elle soit en hiver ou au printemps ou en été en place, vous allez faire un frein ou un barrage en fait à toutes les problématiques. Donc ces cultures pérennes, il faut forcément bien les positionner
sur le bassin versant pour qu'elles aient un intérêt, en fait, déjà environnemental. Et puis, il faut leur trouver un intérêt économique pour les agriculteurs. Le but du jeu, c'est pas de dire aux agriculteurs, vous mettez ça dans une parcelle, enfin une culture dans une parcelle, et puis derrière, vous récupérez zéro, en fait. Donc ça ne marche pas trop dans un système économique dans lequel se trouvent les agriculteurs. Je remets également la remise en herbe, en fait, dans des passages d'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ravines en termes agricoles, c'est-à-dire une déclivité où toute l'eau va se regrouper, en fait, et va tracer, en fait, un sillon dans la parcelle. Donc là, quand on identifie ce genre de choses, on peut se dire que tous les ans, l'agriculteur, de toute façon, il ne récoltera rien dans cette zone-là. Et donc, on peut lui proposer éventuellement de mettre une bande enherbée le long de ce fil d'eau et de le déclarer à la PAC comme une jachère. Ça, c'est aussi une possibilité qu'on peut faire. Et puis également de revoir, et ça c'est aussi un constat qu'on a fait lors de l'événement du 1er mai, c'est qu'il y a des entrées de parcelles, des entrées charretières, ce qu'on appelle, qui sont, dans une bonne partie des cas, en aval en fait, des parcelles. Et donc, elles sont finalement une porte de sortie encore plus facile vers les routes pour pouvoir en fait, aller inonder avec de la terre les parties basses. Donc, revoir peut-être le positionnement des rentrées et de sortie des parcelles, plutôt vers des points hauts que vers des points bas. Alors, que je voulais également renseigner, alors je ne sais plus dans quel sens, mais je vais le dire là maintenant, en termes de culture pérenne, on a plusieurs choix. On peut remettre de la prairie, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un peu délicat quand on n'est pas dans une zone d'élevage. Mais il ne faut pas se décourager, hein, peut-être qu'on peut remettre aussi de l'élevage. On n'est pas obligé de mettre des vaches laitières, on peut mettre du mouton, on peut mettre plein d'autres choses. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, il y a une plante qui est quand même assez bénéfique dans bon nombre de points environnementaux, c'est le miscanthus. Le miscanthus, c'est ce qu'on appelle aussi l'herbe à éléphant. C'est une grande plante qui va monter jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50. Il suffit que vous plantiez un rhizome en fait la première année. Alors maintenant, on a des rhizomes qui sont plus traçants. C'est plus comme le bambou en fait. On a des rhizomes qui restent dans la parcelle. Et une fois que vous plantez ça, au bout de la première année, vous avez une plante qui fait déjà 1,50 m, 2 mètres. Vous la coupez au sol, vous faites un mulch, comme ça évite les mauvaises herbes de repousser. Puis la deuxième année, en fait, vous allez avoir une plante qui va monter à 3,50 m de haut. Et ça tous les ans. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'intrants à mettre, vous n'avez pas d'azote, vous n'avez pas de produits phyto, et vous le coupez tous les ans, on va dire aux alentours du mois de mars, vous en faites des petits copeaux, et après vous l'utilisez soit en paillis, dans les espaces verts, soit en biomasse chaudière pour les collectivités ou les particuliers. Donc ça peut être aussi quelque chose, dans un circuit court, assez vertueux, de pouvoir installer en fait ce type de filière avec des agriculteurs, et finalement de leur assurer un revenu agricole par rapport à la vente ou à l'achat en fait, que ferait soit la collectivité ou les particuliers sur ce type de produit. Donc au final, on pourrait se retrouver avec une plante, il suffit d'aider un petit peu l'agriculteur à implanter ce type de culture sur les bonnes parcelles, et puis après derrière, de simplement, en fait, plutôt que de donner des subventions à l'agriculteur, d'acheter un produit en fait, qui va être utilisable en fait, par la commune ou par les habitants. On peut avoir la même réflexion sur les saules à très courte rotation, ce qu'on appelle les TTCR, les taillis à très courte rotation. On peut avoir la même chose sur d'autres cultures, type sylphie. La sylphie, c'est une grande plante aussi, de la même façon, qui fait on va dire, un petit tournesol fleurs jaunes qui monte à 2-3 mètres de haut et qui, lui, par contre, peut être utilisé notamment dans les méthaniseurs parce qu'il a un fort pouvoir méthanogène. Donc ça, c'est des exemples que je vous cite et qu'on pourra essayer de retracer par la suite. Je vous fais grâce de la partie culture de printemps pour tous ces effets positifs. Et puis, je vous propose en dernière slide donc, quelques pistes qu'on a déjà en fait travaillées avec M. Besset. Et puis, je ne sais plus, il y avait M. Muller également. Il y avait également un agriculteur qui était aussi présent avec nous et sur lesquels on a identifié des parcelles. Alors, c'est des parcelles que vous voyez en jaune et en vert, qui sont en fait, on va dire, pour nous, avec un enjeu en fait, assez important et sur lequel il faudrait essayer de travailler avec les agriculteurs à ce niveau-là. En jaune, vous voyez en fait les différentes fils d'eau qui descendent jusqu'à Saint-Leu.
Et puis, on a essayé d'imaginer également donc, des ouvrages ou des réalisations pour pouvoir commencer à stocker ou à freiner l'eau lorsqu'elle est dans sa phase descendante. Donc, sur la partie nord, vous voyez en fait une noue à redans. Alors une noue à redans, c'est toujours la même chose, hein, c'est une déclivité en fait du sol sur lequel on vient mettre de façon perpendiculaire des cailloux en fait, tous les on va dire 5 ou 10 mètres, pour pouvoir freiner l'eau en fait et faire des petites cascades au fur et à mesure que l'eau descend dans cette rigole, on va dire, qui serait enherbée. Sachant que le tracé que vous voyez là, c'est déjà en fait un chemin existant qui est abandonné et sur lequel il faudrait qu'on redécouvre un petit peu sa fonctionnalité. Ensuite, on a également ce que j'ai appelé une fascine ou un talus en fait, sur le bas, derrière la cité Horizon, donc derrière le nouveau stade que vous avez créé, qui serait en fait juste un barrage, en fait, alors soit justement fascine morte, fascine vivante, pour pouvoir arrêter en fait la terre à ce niveau-là et éviter que ça descende dans le petit chemin qu'il y a en aval. Et puis l'existence potentiellement aussi de 2 bassins d'infiltration qui seraient positionnés en fait juste avant les jardins familiaux et qui pourraient aussi être des éléments tampons en fait et freinants pour les différentes arrivées d'eau. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. L'idée c'est que voilà, on a une idée générale. Maintenant, ce qu'il va falloir mettre en œuvre, en fait, et c'est ce qu'on a prévu, c'est de pouvoir en fait étudier ça de façon très scientifique, et donc de travailler ça avec un bureau d'études pour quantifier en fait ces volumes d'eau et de définir finalement si le positionnement des ouvrages qu'on veut mettre en place est bien pertinent ou pas, et s'il est bien dimensionné par rapport à un événement décennal ou centenal. Donc voilà à peu près l'approche qu'on mène. L'étude, on devrait essayer de la démarrer avant la fin de l'année, de toute façon. Donc ça, c'est un point important et c'est ce qu'on avait convenu avec M. Besset, même avant la prise de compétences, en fait, de l'AXO. Et puis, grosso modo, on travaillera à partir de 2025, de toute façon, sur l'ensemble du plateau pour pouvoir aussi résoudre les problématiques qu'ont pu rencontrer Cramoisy ou Tiverny. Donc voilà la présentation que je vous réserve. Merci beaucoup, Monsieur Jamin. Je propose à Éric Muller, conseiller délégué au développement durable, de faire quelques commentaires ou de poser les questions qu'il souhaite. Merci Monsieur Jamin, merci Madame Clerville pour ce travail. Effectivement, Monsieur Jamin nous a présenté les différentes solutions. On s'est rencontrés, il y a eu différentes réunions. Il faut savoir aussi qu'on s'est rencontrés sur le terrain. Vous avez été à 2 reprises. Frédéric et moi, on vous a aussi rencontrés sur le terrain pour voir avec l'agriculteur concrètement ce qui était important de faire. Donc, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc ça, effectivement, c'est important de le souligner, votre implication sur le terrain. Voilà pour l'essentiel pour ma part. Bonjour, je me permets de poser une petite question. Vous avez parlé de culture pérenne. Est-ce que vous auriez des exemples? Est-ce qu'il s'agit de vergers ou autre? Vous avez raison, il est possible de mettre des vergers. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est transversal finalement, cette problématique de ruissellement, et sur lequel on peut aussi réfléchir dans le cadre du plan alimentaire territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan alimentaire territorial, on a fait une analyse qui était de dire qu'on était en déficit de fruits pour alimenter nos cantines scolaires. Donc aujourd'hui, en fruits, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre secteur? Des vergers de pommes, des vergers de poires, on peut faire des petits fruits rouges, ce genre de choses, et essayer de voir si on ne peut pas trouver ça dans un équilibre, on va dire aussi vertueux, dans un circuit court, et de pouvoir alimenter justement l'ensemble de nos cantines. Je pense qu'au niveau de Saint-Leu, vous avez déjà bien pris le taureau par les cornes, notamment en installant un maraîcher bio sur le sujet. L'idée, si on met ce genre de culture, c'est évidemment de partir en bio, majoritairement. Ça, c'est quand même important. Surtout que ça pourrait être des parcelles qui sont à proximité aussi d'habitation. Et donc, ça peut être des parcelles qui serviraient aussi, on va dire, de tampon entre les épandages de produits phytosanitaires et puis les habitations. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut être envisagé. Donc ça, c'est là encore,
on peut lancer des agriculteurs sur ce genre d'activité, mais il faut bien qu'on soit conscient qu'il faut assurer derrière, en fait, un équilibre, on va dire, financier, et donc une filière. Les agriculteurs, surtout sur des vergers, hein, ils vont commencer en fait à récolter 5 ou 6 ans après l'implantation. Donc ça veut dire que lui, s'il s'engage, il ne va pas s'engager juste dans le vide. Alors j'ai des exemples hein, d'agriculteurs qui se sont engagés et qui ont signé des contrats avec des collectivités. Donc ça peut se faire. Je parlais aussi, il y a des noyers également aussi qui peuvent être plantés. Voilà, c'est des choses qui commencent à venir, notamment dans le département de l'Oise, pour pouvoir en fait alimenter aussi un certain nombre de cantines scolaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée et surtout essayer de trouver des solutions transversales. J'ai une question très terre à terre. J'ai bien compris que c'est une compétence qui a été transférée à l'AXO, mais la question, ça va être le financement. Alors, vous avez parlé des études, je sais que ça revient toujours très cher, et aussi, il y a des travaux, ne serait-ce que creuser des fossés, ou voilà. Est-ce que l'AXO a les moyens? Je vais répondre pour ce qui concerne la commune à monsieur le secrétaire de séance. Et bien sûr, l'AXO va donner sa partie, mais j'aurais effectivement complété ce qu'a déjà largement dit Éric. Le travail avec les agriculteurs a commencé très vite, non pas sous une forme de culpabilisation, mais sous une forme de coopération précise et exigeante, parce que ce que j'ai vraiment dit dès le début, après le 1er mai, c'est que ça s'est produit en 2017, ça s'est produit en 2024, et il n'y a pas de fatalité à ce que ça se reproduise à nouveau. Évidemment, le risque zéro n'existera pas, mais avec ce qui a été évoqué là, on va réduire le risque d'une manière sensible. Par contre, pour y arriver, il y a effectivement des solutions hydrauliques diverses et variées qui, dans certains cas, peuvent se faire sur le domaine public. Et dans ce cas-là, le financeur devrait être une collectivité. Ou alors dans le domaine privé, et là, on pourrait imaginer a priori que ce soit plutôt le privé qui fasse le nécessaire pour retenir son eau, c'est le principe qui a été rappelé. Est-ce qu'il y a des solutions intermédiaires de bonne volonté et pas trop chères pour que les choses se fassent? On peut regarder. Et ce qui est sûr, c'est qu'on doit avancer sur ces travaux, non pas seulement parce qu'ils sont visibles et que ça fera plaisir à la population de voir qu'il y a eu un investissement. L'investissement, il doit être visible et efficace. Mais parce que nous devons de réduire le risque pour la prochaine survenue de pluies intenses. Donc, de toute façon, oui, ça peut coûter des choses. Alors, la première étude qui a été évoquée, dans le principe que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est qu'on ne veut pas, nous, communes, se déresponsabiliser trop rapidement, j'ai proposé qu'on la prenne en charge, mais uniquement parce que M. Jamin, qui vient de l'agence de l'eau, nous a rappelé qu'il y avait des subventions tout à fait favorables à obtenir, donc il va nous y aider. Pour le reste, pour les compétences de l'AXO, ses investissements, je laisse l'un ou l'autre répondre diplomatiquement. D'accord, je suis cadrée. Effectivement, donc avec cette prise de compétence se posera la question notamment des études qui vont être lancées. Donc on verra effectivement comment ces financements sont assurés. On peut aussi être aidé sur cet aspect études. Donc on ira chercher les financements, comme l'a dit Monsieur le maire, auprès de l'agence notamment qui accompagne les collectivités sur ce champ-là. Ces études, elles permettront également de déterminer exactement les travaux les plus opportuns à réaliser. Donc, ce qui vous a été présenté, c'était des pistes. Demain, on sera en capacité de savoir quelles sont vraiment les pistes qui sont les plus, efficientes. Donc, et c'est sur cette base, en fait, qu'on pourra ensuite voir comment les financements pourront être assurés. Voilà. Mais pour l'instant, c'est difficile pour moi de vous dire oui à 100% tant qu'on n'a pas encore, une vision très claire des investissements qui seront nécessaires. Évidemment, ils seront étalés dans le temps, et on a une PPI pour ça. Donc voilà, mais ils sont nécessaires pour préserver également les populations. Si on peut vous aider aussi sur la partie financière, je vais vous donner des ordres de grandeur. Un bassin de 500 ou 300 500 mètres cubes,
c'est en terre agricole comme ça, juste creusé, c'est du 30 000 euros. Les subventions de l'agence de l'eau, c'est à minima 70% d'aide. Donc le reste à charge reste quand même assez mineur. Et l'idée, en fait, plus on va pouvoir justement travailler sur un projet à l'échelle d'un bassin versant, plus on sera accompagné en fait par l'agence de l'eau, parce qu'il y aura une cohérence. L'idée, en fait, pour l'agence de l'eau, et notamment en lien avec les redevances, c'est de ne pas travailler par petites touches et par à-coups, c'est d'avoir une vision d'ensemble, en fait, et de ne pas y revenir tous les 2 ans. Donc à partir de ce moment-là, plus on travaillera sur la plantation de fascines, de noues, de haies, etc., plus on montrera qu'on travaille véritablement de façon cohérente sur l'amont, plus on pourra en fait accéder en fait à une assiette de subventions qui sera importante, et donc finalement le reste à charge pour la collectivité sera quand même assez minime par rapport aux efforts qui seront demandés. Et tout l'idée aussi, c'est bien ça le fonctionnement de l'agence de l'eau, hein, c'est d'aller chercher ce qu'on a tous payé en fait avec notre facture d'eau. Donc c'est de récupérer finalement ce qu'on a déjà dépensé pour pouvoir en fait en bénéficier sur des problématiques qui concernent le domaine de l'eau. Et bien évidemment, on sondera également d'autres partenaires potentiels, hein, pas que l'agence de l'eau. On va vraiment faire le tour des partenaires pour voir quels financements sont possibles en fonction des travaux qui seront décidés suite à l'étude hydraulique. Merci. Oui, dans les exemples de solutions hydrauliques, on pourrait rajouter les gabions qui sont, pour ceux qui passent en haut de l'avenue de la Commune de Paris, qui sont donc des cailloux contenus dans des grillages très épais, en fait. Et ça a 2 avantages. C'est moins cher que de creuser, je pense. Et ça ne prive pas l'agriculteur d'une surface cultivable, sauf quand elle est inondée de toute façon. Alors que si on creuse, forcément, on a un fossé ou à la place en permanence de la culture. Donc c'est pour ça qu'il faut intégrer le coût économique pour un agriculteur, même s'il n'avait pas un coût financier de travaux, il y a quand même un coût économique de perte éventuelle de mètres carrés. Donc c'est pour ça que voilà, on a répondu un peu longuement à ta question qui est évidemment centrale. Et puis je propose de ne plus mettre le document qui est derrière parce que c'est effectivement purement indicatif. Les agriculteurs, sur les 12 agriculteurs concernés sur la commune, exploitants sur la commune, il y en a 3, 4, 5 les plus concernés par les parcelles clés. Donc on va continuer ce travail d'explication, de conviction, mais il doit aboutir sans aucune faute. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, justement, Frédéric. Donc, merci, Monsieur Jamin et Madame Clérville d'être présents. On aime bien avoir ce genre d'échange. Donc, merci beaucoup. Tu parlais des agriculteurs, donc 4-5. Frédéric, c'était ma question, là, les plus concernés. Quelles sont les mesures qui les intéressent le plus, j'ai envie de dire, dans un premier temps là, qu'est-ce qui les branche et qu'est-ce qui rejettent, qu'est-ce qui ne leur plaît pas? Alors, ce qu'ils rejettent essentiellement, c'est les haies. Pourquoi? Parce qu'en fait, les haies, ça mobilise déjà du sol agricole, donc une perte sèche en fait pour eux. Et en plus, ils ont l'obligation en fait de le déclarer auprès du propriétaire et donc d'avoir l'accord du propriétaire. Le propriétaire foncier, quand il loue une terre agricole, il le loue pour une terre agricole, donc il y a un montant financier en face. S'il y a une haie dessus, le propriétaire, il touche moins. Donc c'est toujours un peu compliqué. Ce que je disais tout à l'heure sur la partie prairie, c'est compliqué parce que justement, il n'y a pas forcément d'élevage. Par contre, on peut travailler sur de la bande enherbée de l'ordre de 3 à 6 mètres parce qu'ils ont besoin aussi de déclarer des surfaces dites environnementales au niveau de la PAC. Donc, ils ont des pourcentages à respecter. Et s'ils ne les ont pas, ça peut être l'occasion de les placer à cet endroit-là. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, avec les agriculteurs qu'on a déjà rencontrés, ils sont intéressés potentiellement par le miscanthus s'il y a une filière derrière. Ils sont intéressés par la sylphie parce qu'il y a 2 méthaniseurs derrière. Donc, ça peut être des choses déjà intéressantes. Après, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les vergers, soit il faut convaincre un agriculteur de se lancer comme gestionnaire de verger. Donc, ça peut se faire, mais ce n'est pas forcément facile. Ou alors, éventuellement, d'avoir un agriculteur qui veut s'installer en verger et sur lequel on l'aide à avoir des échanges de terres avec les agriculteurs sur le secteur.
reviens quand même sur l'exemple des haies, parce que ta question, c'était qu'est-ce qui spontanément ne leur convient pas, mais ça ne clôt pas le débat, puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on peut mettre des haies sur du domaine public, ou on peut convaincre un peu plus que c'est souhaitable, et pas simplement pour retenir l'eau, mais aussi pour la biodiversité. Donc, on a déjà fait dans nos réunions annuelles avec les agriculteurs plusieurs rappels sur le fait qu'il faudrait s'y mettre, et on aura besoin, bien sûr, de convictions supplémentaires, mais le débat avance. Est-ce que c'était... Voilà, désolé. Désolé, Eric, mais bon, c'est que ça nous tient à cœur, parce que tu as porté cette bonne parole depuis plusieurs années, et il ne faut pas que ça s'arrête, effectivement. Si vous voulez un exemple sur les haies, Un exemple, et puis après, on va être obligé de passer au reste de l'ordre du jour. désolé. Si vous voulez un exemple en fait sur la gestion des haies en fait sur les chemins ruraux, il y a la commune de Sacy-le-Grand qui a fait un gros travail justement avec ses agriculteurs. Et de mémoire, ils ont dû implanter 6 km de haies, donc à la fois sur le domaine public et en partie sur le domaine privé, tout en concertation en fait avec les agriculteurs, notamment pour les entrées de champs, les stockages de betteraves, etc., etc. Donc tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Au début, ça devait toujours être chez le voisin, en fait, qu'il fallait mettre les haies. Et puis au final, chacun a pris sa part et ils se sont bien engagés là-dessus. Donc c'est vrai que si vous avez besoin d'éléments par rapport à ça, ça peut être intéressant de voir avec Sacy, qui n'est pas très loin. Top là, hein, c'est un voyage d'études qui ne coûtera pas cher, donc on est OK. Et avec ceux qui le souhaitent parmi vous, bien sûr, d'y aller. J'ai une dernière question, Frédéric. Vous parliez des fossés potentiellement à créer auprès des parcelles. Il en existe déjà finalement à plein d'endroits. Je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est bien une compétence de l'AXO d'entretenir ces fossés. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait les fossés ruraux... Je n'ai pas écouté alors. Non, mais c'était justement la limite ténue entre le urbain et le rural. C'est que les fossés ruraux en fait ne sont pas de notre compétence. Et c'est uniquement des fossés urbains qu'ils deviennent. Donc, dès qu'on a en fait soit une sortie en fait d'une canalisation, ou soit ça rentre dans une canalisation. Et c'est un petit peu justement toute cette difficulté de savoir à qui appartenaient les fossés, etc., qui nous ont aussi amené à cette discussion et à cette prise de décision en fait de prendre la compétence sur l'ensemble en fait, et notamment sur le ruissellement et l'érosion. Parce que c'est vrai que ce flou de propriété, finalement, amène clairement, en tout cas c'est un constat que je fais, à avoir des fossés qui ne sont pas du tout entretenus. Et finalement qui derrière amènent forcément à des débordements ou à ne pas faire le boulot pour lequel ils ont été prévus en fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des premières mesures que l'on a vues avec les agriculteurs suite aux événements, c'est vérifier que tous les curages avaient bien eu lieu. Voilà. Ou alors on les a fait faire, tout simplement. C'est très vrai, puisqu'effectivement, on se trouvait avec des ruissales dans la partie urbaine et avec des fossés un peu encrassés. Et d'ailleurs, c'est là où ça devenait important de rappeler l'histoire, c'est que vous avez rappelé le principe à juste titre, et puisqu'il y a cette prise de compétence par l'AXO, on n'aura plus à se demander où est la frontière. Mais c'est vrai qu'on a été bien ou mal habitués, puisque avant notre virage vers l'AXO, on faisait partie d'un syndicat intercommunal d'assainissement et des eaux qui, lui, avait une activité de nettoyage de fossés ruraux, même s'il n'en avait pas la compétence directe. C'était le paradoxe, et pas le seul de ce syndicat, c'est qu'il faisait des choses qu'il n'était pas obligé de faire. Bon, donc on a plutôt été habitué à ça. C'est vrai qu'on va revenir donc, à cet état de fait. On faisait l'enquête avec M. Farou et Mme Clerville. Donc l'AXO a pris sa décision le 25 septembre en conseil communautaire. Elle nous a transmis jeudi dernier la demande officielle de délibéré. Comme on vous avait déjà envoyé le dossier, on ne pouvait pas le faire passer dès ce soir, mais ça aurait été logique, vous auriez été comme ça pleinement éclairé. Et donc c'est pour le prochain conseil municipal. On a 3 mois pour le faire et il faut que l'ensemble des communes délibèrent. Il faut une majorité qualifiée, j'imagine. Comme pour l'autre sujet dont on parlera plus tard, il faut que la moitié des communes représentant les 2/3 de la population soient d'accord ou l'inverse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, on va remercier
Monsieur Germain, Madame Clerville, à qui on avait dit que ça durait 20 minutes au maximum. Comme d'habitude, nous avons menti de bonne foi, comme l'autre, comme dit l'autre. Merci encore, très bonne soirée. Alors, si nous revenons à l'ordre du jour traditionnel. Nous sommes sur le point 4, les décisions du maire. Le 26 juin dernier, suite à la décision par l'État de reconnaître notre état de catastrophe naturelle pour les coulées de boue dont nous venons de parler, nous avons demandé à l'État de bénéficier d'une aide pour reconstruire le chemin des Brossiers, qui est donc au-dessus de l'écoquartier, et notamment la partie qui est dans le domaine privé de la commune, qui dessert le terrain du maraîcher. Et donc, c'est dommage, ce chemin venait d'être précisément créé, et il faut le refaire en partie à cause des coulées de boue. Par ailleurs, là, ce sont des beaucoup plus grosses sommes. Dans le cadre des délégations que vous m'aviez confiées, nous avons un emprunt affecté à la réhabilitation de la maison Petite Enfance, dont nous pourrons parler beaucoup plus complètement en décembre, puisque les travaux seront très probablement terminés à ce moment-là. Et nous avons fait un emprunt de 190 000 € auprès de la Banque des Territoires avec un taux spécialement étudié pour les cas où un investissement permet d'économiser de l'énergie. Ensuite, il y a un emprunt, je dirais, plus général qui, lui, a été contracté auprès du Crédit Agricole dans le cadre, bien sûr, du budget que vous aviez bien voulu voter. Donc un emprunt d'un montant de 436 000 €. Laurent aura sûrement l'occasion de revenir sur l'utilisation ou le fait le traitement comptable, en tout cas, de cet emprunt. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce point 4 ? Je n'en vois pas. Point 5, alors, il y a une remarque. Monsieur Pradinck. Ah, il me semble que si, je pense. Rapidement, mais tu as raison de vérifier. Je vois que tu prends ton rôle au sérieux. Très bien. Alors, point 5, on peut le faire en trio avec Monsieur Hautecoeur et Madame Ernoux, puisque c'est à la fois de la solidarité, mais aussi de la sécurité. Donc, il y a dans la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance plusieurs outils. Certains, nous les avons déjà utilisés, et il en reste un qu'il serait intéressant de créer. Tu veux en dire quelques mots, Stéphane ? Pareil pour Marielle, tu vas me déléguer tous tes pouvoirs. En fait, ce qu'on a déjà fait, c'est des conventions de coordination avec la gendarmerie. Donc ça, c'est prévu depuis le début, depuis 2007. Un peu plus récemment, on a créé le rappel à l'ordre, qui est un outil qui permet de faire comparaître devant nous des personnes qui auraient un petit peu abusé de leur liberté, mais qui ne sont pas encore en situation d'être l'objet d'une plainte. Donc c'est un petit peu le dernier appel à l'ordre. Et puis là, cet outil, c'est un peu complémentaire, c'est que ça ne s'adresse pas à un individu, mais à toute une famille, quand on peut considérer que le dysfonctionnement, en fait, est un peu plus structurel. Et l'intérêt de cet outil, c'est que la commune peut devenir le coordinateur des efforts des différentes administrations, et il y en a beaucoup en France, qui peuvent avoir à travailler avec la famille concernée. Donc, ce rôle de coordination nous permet aussi de ne pas nous heurter à ce qui nous est parfois objecté, c'est-à-dire le secret professionnel de certaines administrations. Là, on peut passer sur du secret partagé. Donc, ça change tout sur la capacité de trouver ensemble des propositions à faire aux familles et à leur
rappeler que ces propositions sont parfois des devoirs qui ne se négocient pas. Voilà l'intérêt de cet outil qui nous permettra d'examiner avec la famille des mesures d'aide à l'exercice de sa fonction parentale. Et bien entendu, ce secret partagé ne peut être divulgué à des tiers sous peine de sanction. Alors, ce que je vous propose, c'est que les représentants de la ville de Saint-Leu, selon leur disponibilité, soient moi-même, Monsieur Hautecoeur, Madame Terre, puisque c'est aussi de l'éducation, bien entendu, Madame Ernoux, puisque c'est de la solidarité, mais aussi Monsieur Raucourt, qui saura rappeler éventuellement aux personnes concernées leur devoir de citoyen. Et du côté des services, on retrouverait les mêmes fonctions représentées. Monsieur Duez pour le pôle sécurité, Madame Auger pour le pôle solidarité, Madame Lefranc pour le pôle éducation. Et puis, il y a des représentants du conseil départemental, de l'État et tous les invités utiles pour les différentes réunions. Voilà, donc il vous est proposé de mettre en place ce Conseil des droits et des devoirs des familles, CDDF, comme présenté. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette orientation? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, sur les finances, je passe le micro. Non, je ne passe pas le micro. Est-ce que tu l'as? Oui, j'ai pris le mien. Merci. Le point 6, donc, cela concerne les opérations d'investissement réalisées pour le compte de tiers pour garantir la sécurité routière et piétonne. En fait, vous savez que le maire peut procéder à l'exécution forcée de travaux d'élagage lorsque les plantations ne sont pas entretenues sur les propriétés privées et qu'elles débordent, qu'elles ont une emprise sur les voies de circulation. Et ça, pour une chose simple, c'est garantir la sûreté et la commodité du passage. Bien évidemment, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge du propriétaire défaillant. On est passé, vous vous souvenez, sur une nouvelle nomenclature au niveau comptabilité, c'est la M57, et la M57 prévoit ces cas-là. Notamment, il y a des comptes bien spécifiques pour ces opérations-là. On inscrit les dépenses réalisées sur le compte 45 411 en dépenses d'investissement. Et ensuite, quand on se fait rembourser par le propriétaire défaillant, on met les recettes en 45 412 en recettes d'investissement. Voilà. Il convient donc pour la commune d'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la prise en charge des travaux d'office par imputation sur un compte d'opération d'investissement pour le compte de tiers et le remboursement. Et vous allez voir avec le point d'après, la décision modificative numéro 2, nous allons mettre de l'argent dessus. Et donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en place l'opération d'investissement. Et le conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il des votes contre ce point, qui est un outil supplémentaire, bien sûr, pour atteindre nos objectifs? Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas, donc adopté. Merci. Donc Laurent pour le point 7. Le point 7, décision modificative numéro 2. Un petit peu de rappel chronologique. Au mois de mars, donc le 12 mars 2024, nous avions voté le budget unique 2024. Au mois de juin, le 18 juin, nous avons voté une décision modificative numéro 1. Et donc maintenant, il est temps de refaire quelques petits ajustements avec cette décision modificative numéro 2. Il y a des ajustements en investissement et en fonctionnement. La première des choses, c'est que depuis le vote du budget et aussi après la décision modificative numéro 1, on a eu de bonnes nouvelles concernant les subventions que nous avions sollicitées, et notamment pour la maison de la petite enfance, nous avons obtenu de l'État, par une dotation de soutien à l'investissement local, 276 000 euros. Nous avons également eu le fonds vert pour 220 000 euros, et donc maintenant que c'est quelque chose d'acquis, nous souhaitons les mettre dans le budget, et donc on va les mettre en recettes d'investissement. Ce qui va nous permettre, bien sûr, de pouvoir, par ailleurs, rééquilibrer des comptes de dépenses, puisqu'on a eu des petites dépenses supplémentaires, et je vais vous expliquer juste après.
Toujours en recette d'investissement, nous allons faire donc un petit approvisionnement par rapport au point précédent, donc sur le compte qui va bien, de 10 000 €, et vous allez le voir dans le tableau après. Dépenses d'investissement, donc ce qui vient en face de ces petits changements, donc les travaux de la maison de la petite enfance, il y a un ajustement budgétaire entre 2024 et 2025. On avait eu une répartition, rappelez-vous, on avait mis un gros bout en 2024 et un petit bout en 2025 pour la maison de la petite enfance. Et finalement, on va payer certainement un gros bout, un très gros bout en 2024, donc plutôt que prévu. Puisque, comme disait Frédéric, les travaux vont être terminés au mois de décembre, donc il va falloir honorer les factures ensuite, si bien que nous inscrivons 164 000 € supplémentaires. Il y a eu aussi des aléas qui étaient prévus dans le devis, hein, dans tout ce qui c'est étudié ça au départ, mais maintenant les aléas en question qui n'avaient pas de nom ont des noms. Notamment, nous devons faire la réfection de la couverture en zinc de la toiture. Nous avons un comblement à faire de cuve enterrée et d'un puits. Et puis la réparation de plancher entre des étages. Et tout ça pour 217 000 € supplémentaires. Bien évidemment, ces aléas sont intégrés dans les demandes de subvention. Nous avons, alors là pour le coup c'est un tout petit montant, des remplacements d'appareils électroménagers pour les écoles et les services pour 1 800 €. Et puis en dépenses d'investissement, nous retrouvons l'équilibrage avec ce qu'on a mis en recette, mais cette fois-ci en dépenses, pour le point précédent que nous avons voté sur les travaux exécutés pour le compte de tiers, 10 000 €. En investissement, on peut inscrire des recettes, puisque par rapport à tous les petits dégâts que nous avons subis avec les intempéries de ces derniers temps, nous avons eu des indemnisations de nos assureurs, et donc nous pourrons inscrire 33 400 €. En face de ça, nous avons des dépenses de fonctionnement un peu plus élevées que prévu, et notamment sur l'énergie. Au niveau de l'électricité, on ne s'était pas trop gouré dans les prévisions. Par contre, pour le gaz, on a dépensé 34 000 €. En fait, les projections nous amènent à imaginer 34 000 € de plus que ce que nous avions inscrit au budget sur l'année. Nous avons des dépenses supplémentaires pour des entretiens de bâtiments pour 49 000 €, des entretiens de voirie pour 59 000 €. Et puis, on a un accompagnement énergétique du patrimoine communal qui est réalisé par le SE60 pour 5 000 €. Donc tout ceci, vous allez le retrouver dans le tableau qui suit, à savoir aussi, je ne sais plus si vous vous souvenez de l'exercice comptable et notamment des équilibres que l'on fait entre l'investissement, le fonctionnement, entre les recettes et les dépenses. Et notamment, on a un pavé en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement qui s'équilibrent. Et donc là, on se propose de retirer 113 600 € pardon, de cet équilibre-là. Donc vous retrouvez tous les chiffres sur le tableau qui suit. Vous avez les deux premières lignes qui correspondent aux deux subventions en recettes d'investissement. On retrouve les 113 600 € que l'on retire et que vous retrouvez dans le tableau du bas en dépenses de fonctionnement qui permet de faire l'équilibre. En dessous, vous avez donc les 10 000 € qui correspondent à la partie opération pour un tiers. Vous retrouvez ces 10 000 € en dépenses d'investissement, c'est la dernière ligne où vous voyez marqué police. La maison de la petite enfance, entre les aléas et puis les travaux supplémentaires, on a un gros paquet de 380 000 €. Et puis l'indemnisation tempête en recettes de fonctionnement, les 33 400 €. Bref, vous avez à nouveau un nouvel équilibre qui se fait par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et donc nous vous demandons de bien vouloir voter cette décision modificative. Merci. Laurent, y a-t-il des remarques, questions complémentaires? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors après ces grands chiffres, il y a deux petites dépenses, mais qui doivent passer par un vote au conseil municipal, puisque quand il s'agit d'adhérer à une association, la première adhésion doit être validée et examinée par vous. Je passe d'abord la parole à Estelle Sœur, parce que c'est une association culturelle. Bonsoir. Alors, je vous propose ce soir l'adhésion à la SHAS, soit la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis. C'est une très vieille association fondée en 1862 pour la petite histoire. Et cette adhésion permettra donc à notre responsable patrimoine, Madame Orissa, d'accéder à une collection de documents historiques et archéologiques
qui viendront enrichir ce qu'on a déjà et qui permettra aussi l'accès à des conférences, des visites patrimoniales, des expositions et des événements. Le SHAS soutiendra également des initiatives patrimoniales de notre commune. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'adhérer à cette association pour un coût de 30 € par an. Ça va ? Le conseil est appelé à en délibérer. Bien. 2. Merci. Je rappelle en plus que, historiquement, il y a eu un président de cette société savante qui habitait Saint-Leu et qu'elle a eu l'occasion aussi de travailler sur l'histoire de la ville. Et le dernier article, c'était il y a quelques années sur la sucrerie. Donc, ça semble très loin, Senlis, mais il s'intéresse à nous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que Madame Ernoux va me déléguer ses pouvoirs, sauf si tu veux essayer. Pour le point 9, qui est également l'adhésion à une association qui, elle aussi, va fournir des soutiens juridiques dans le cadre de notre service à la population relais parents-enfants. Il s'agit de l'UFNAFAM, Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et d'assistants maternels. Et donc notre relais petite enfance a pour vocation de mettre en relation des parents et des assistants maternels et donc de donner des conseils très précis sur ces activités. Et cette action permet à la fois la professionnalisation des assistants maternels et permet aussi aux familles de trouver des prestataires. Notre relais a été ouvert en juillet 2022. Il est actuellement situé en dessous de cette salle, dans la salle agriculture, mais comme vous le savez, il a vocation à déménager dans les prochains mois, dès que la maison petite enfance sera terminée. Et on y reviendra encore une fois avec plaisir très prochainement. Tout comme j'aurais dû le dire, Madame Sœur reviendra vers nous pour parler des actions autour du patrimoine. On fera un premier bilan de ce qu'on a appelé le musée hors les murs. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Alors si je reviens sur l'UFNAFAM, là c'est un tarif modique de 120 € qu'il vous est demandé de donner la première année pour adhérer à cette association. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Alors, sur l'aménagement du territoire, Monsieur Roth, sur le point 10 bis, 10 terre. Donc bonsoir, on est dans la zone des Longs Prés. Donc le sujet, on en a déjà parlé quelques fois, c'est de se réapproprier la voirie qui est à l'heure actuelle à cheval sur du domaine public et du domaine privé. Et depuis maintenant quelques années, puisque depuis 2015, on est en négociation avec un des propriétaires, M. Bellaguer, pour pouvoir reprendre donc les parcelles que vous voyez en rouge et qui vont nous permettre comme ça de, au fur et à mesure, se réapproprier et recréer le chemin communal, qu'il y a d'ailleurs, mais pas officiellement. Donc l'objectif aujourd'hui de la délibération, eh bien, c'est de pouvoir acter donc le rachat de cette parcelle au prix, je crois, de 6 € du mètre carré, ce qui fait une somme totale de 10 000 €. Et donc, on est amené à en délibérer pour pouvoir faire ce rachat et autoriser Monsieur le maire à faire les signatures nécessaires chez le notaire. Nous allons y arriver. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On donne la parole à Laurent Tarassi pour... D'accord. Là, où ça pourrait être de la culture aussi. Ça pourrait être de la culture. Le point 11.
Alors, nous parlons d'une indemnité de suivi d'orientation des élèves pour les professeurs de musique, enseignants du second degré. Et donc, c'est une indemnité non pas symbolique, mais qui n'est pas le plus gros de la rémunération des enseignants de l'école des arts. Il y a dans la délibération un cadre général d'attribution de l'indemnité et chaque application individuelle fera l'objet d'un arrêté. Donc, les montants sont précisés et la délibération qui vous est proposée est juste une mise à jour d'une précédente de 2021 qui est donc abrogée. Voilà, donc il n'y a rien de majeur dans la mesure où ce n'est pas une indemnité nouvelle, bien entendu, à ce stade. Voilà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Là, pour le coup, M. Tarassi revient pour son péché mignon, le tableau des effectifs. Merci Frédéric, ouais, j'adore. Alors, effectivement, mise à jour du tableau des effectifs. Cette fois-ci, les thématiques qui font modifier ce tableau sont une mise à jour déjà du temps d'emploi suite à une restructuration du pôle EJS. Et donc cela concerne l'agent polyvalent d'entretien de restauration et aussi la secrétaire de direction. Je vais vous expliquer après avec le tableau, à l'aide du tableau. Nous avons eu quelques avancements de grade et donc il faut créer les postes associés à ces avancements de grade. Et puis, vous vous souvenez, à chaque fois que nous faisons des recrutements, on crée des postes de façon bien plus nombreuse et à différents grades, de façon à pouvoir ne pas être gêné par des postulants qui n'auraient pas pile poil le grade pour lequel nous l'attendons. Donc, nous créons plein de postes comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait le recrutement au bon niveau, on supprime tous les autres postes. Et donc là, nous allons supprimer des postes associés au recrutement du responsable informatique qui a eu lieu. Et puis, nous allons créer des postes pour le recrutement en cours au service événementiel. Si on passe au tableau, pour vous expliquer concrètement, on part sur la première partie qui concerne le temps d'emploi. Le tout dernier point en bas, le dernier, concerne la suppression d'un poste d'adjoint administratif à 100% pour se retrouver en création, toujours en adjoint administratif, mais à 70%. Donc il y a une baisse du taux d'emploi. Et dans le même temps, pour la partie scolaire et restauration, vous avez la suppression de l'adjoint technique à 54%, qui est recréé en adjoint technique à 70% tout en haut, scolaire-restauration. La partie RSI en suppression filière technique, on voit les 3 postes qui sont supprimés. Et puis la partie événementielle, création de postes pré-recrutement, vous les avez, donc adjoint du patrimoine principal de première classe, et au-dessus, adjoint administratif principal de première classe. Et les avancements de grade, eh bien, c'est toute la case filière administrative en création, où vous voyez le nombre de 6. Vous retirez l'événementiel qui finalement ne sert qu'à faire le recrutement, et les 5 autres, ce sont des avancements de grade. Et on retire, par conséquent, en suppression, les 5 postes en filière administrative qui sont de 2e classe. Vous voyez qu'ils passent de 2e classe à 1re classe. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et puis, bien évidemment, le Conseil est appelé en délibéré. Merci Laurent, tu étais clair comme toujours sur le tableau des effectifs. Y a-t-il des remarques, des questions complémentaires? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, sur le fonctionnement intercommunal, je vais me charger du premier point du chapitre, c'est-à-dire le point 13, mais bien sûr, le débat peut être un peu plus large. Il nous est proposé l'adhésion à l'AXO de la commune de Monchy-Saint-Éloi. L'AXO actuellement comporte 11 communes, regroupe 11 communes pour un total de population de 90 000 habitants.
la nature de l'Axo, c'est d'avoir un cœur urbain qui est les communes les plus proches de Creil, Creil et les communes les plus proches, d'avoir une deuxième couronne, je dirais, de périurbain, dont nous faisons partie, avec Saint-Maximin, et puis des villages qui sont les villages de l'ancienne communauté pierre-sudoise. C'est ce mélange de trois cultures différentes qui fait l'intérêt de l'Axo, parce qu'on peut avoir à la fois la relative puissance d'une agglomération qui est au même niveau que celle de Compiègne et de Beauvais, mais en même temps des échanges très variés entre les problématiques urbaines et les problématiques rurales. Ce que vous avez vu tout à l'heure est la preuve qu'effectivement, quand on sonne à la porte de l'Axo pour rappeler qu'il y a des sujets qui n'ont rien à voir avec les sujets de centre-ville urbain, il y a quand même des compétences et il y a une aide en fait. Et c'est dans ce contexte que le sujet de Monchy-Saint-Éloi est arrivé, puisque cette commune fait à l'heure actuelle partie de la communauté de communes du Lian-Courtois, qui s'appelle la Vallée Dorée, mais que les relations sont devenues un peu compliquées dans le cadre de son appartenance actuelle. Alors, première chose, on peut comprendre un petit peu, puisqu'il nous est arrivé quand même d'être un peu dans la même situation. Au sein de Pierre-Sudoise, les relations n'étaient pas toujours faciles, et quand on a l'impression de ne plus être écouté, je peux me souvenir que ça peut être un peu compliqué. Après, quand je dis ça, je n'entre pas dans... C'est pas un jugement de valeur sur les raisons des uns et des autres au sein de la communauté du Lian-Courtois d'être dans un désaccord. Mais en tout cas, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, la question se soit posée pour Monchy-Saint-Éloi, qui est une petite commune périurbaine de 2300 habitants. La question a pu se poser pour Monchy-Saint-Éloi de rejoindre l'Axo, ou de demander à l'Axo de lui permettre de la rejoindre, pour être reconnue pour ce qu'elle est, cette commune. Alors c'est une commune petite, mais qui pour sa taille modeste, pour ceux qui la connaissent, a beaucoup de dynamisme, puisqu'ils ont un projet en cours, déjà financé, de requalification du centre-ville avec de l'habitat assez important qui arrive. Et en cela, ça me fait un peu penser à ce que nous avons initié avec le projet Jean Massé, que vous connaissez. C'est également une commune qui a déjà des zones d'activité à la périphérie de la commune. C'est là où, par exemple, il y a l'ASDAPA, il y a une zone avec une dominante de santé. C'est également une commune qui a une compétence plutôt rare et sur laquelle elle est vraiment en avance, c'est la forêt. Puisque à partir des efforts des élus depuis 20 ans, la commune a constitué vraiment un patrimoine forestier très important, et pour lequel elle pourrait nous donner des conseils utiles, parce que la gestion forestière, ou plutôt la capacité de maîtriser un certain nombre de parcelles et de processus, c'est quelque chose qui nous concerne, avec le bois Saint-Michel. Alors pour envisager que cette adhésion puisse se faire, il fallait suivre une procédure. Ce que l'Axo a fait, c'est-à-dire qu'il y a une demande officielle, il y a déjà une acceptation par le conseil communautaire de cette adhésion qui, comme vous voyez, en termes de taille et d'enjeu, ne va pas révolutionner l'Axo. Mais effectivement, il faut passer, comme pour la compétence sur le pluvial rural dont on parlait tout à l'heure, il faut passer par l'ensemble des conseils municipaux et recueillir une majorité qualifiée qui, comme tout à l'heure, peut être calculée dans les deux sens, c'est-à-dire il faut la moitié des communes représentant plus des 2/3 des habitants, ou 2/3 des communes représentant au moins la moitié. Il se trouve que par les hasards du calendrier, nous sommes les derniers à délibérer, et que, a priori, cette majorité qualifiée est déjà obtenue.
Mais si je vous dis ça, c'est évidemment à titre de transparence et pas pour vous forcer la main en vous disant il n'y a donc plus qu'à dire oui. Je pense avoir déjà évoqué le contexte. Pour moi, les arguments de dire oui sont l'intérêt, encore une fois, du profil de cette commune qui renforce notre dimension périurbaine, mais également, et là c'est un argument différent, l'idée que quand nous avons à dire à l'AXO qu'elle doit diriger son attention, voire ses investissements vers nous, nous le faisons, nous savons le faire, je pense nous sommes écoutés, voire respectés, et cela ne changera pas, ça ne changerait pas si l'AXO s'élargissait un petit peu à Monchy-Saint-Éloi. Il n'y a pas de risque, me semble-t-il, qu'il y ait un désintérêt de l'AXO pour ces communes actuelles si tout d'un coup elle avait une 12e commune. C'est important parce que cette attention qui nous est portée, elle ne va pas de soi. Tout le monde a beaucoup de projets. Les financements ne sont pas infinis, mais je pense qu'il n'y aura pas d'impact négatif pour nous. Alors, j'aurais dû le dire plus tôt, vous avez aussi dans votre dossier une annexe particulière sur les aspects financiers et fiscaux de tout ça, puisque quand une commune change d'intercommunalité, elle perd ce que lui donnait l'intercommunalité de départ. Dans l'autre sens, elle ne reverse plus sa fiscalité à l'intercommunalité de départ et elle se greffe sur la nouvelle intercommunalité qu'elle veut rejoindre. Donc il y a eu une simulation des effets financiers et fiscaux dans les deux sens, à la fois pour la commune qui quittait la communauté de Lyon-Courtois, pour la commune qui se rapprocherait de l'AXO, pour l'AXO elle-même et pour les autres communes de l'AXO. Voilà. Il y a quelques milliers d'euros qui se baladent, mais qui seraient plus que compensés pour Saint-Leu par le fait qu'actuellement on met en place une dotation de solidarité communautaire qui est justement l'une des preuves supplémentaires du fait que l'AXO prend en compte la dimension culturelle des uns et des autres. Cette dotation concernerait toutes les communes, mais elle serait inversement proportionnelle à la population. C'est-à-dire que les villages ont beaucoup plus à gagner que les villes, et nous qui sommes au milieu avons un peu plus à gagner que les villes et un petit peu moins que les villages, mais ça nous rapporterait, de mémoire, 28 000 euros, c'est-à-dire bien plus que ce que dans le calcul des ajustements de part et d'autre, on aurait à perdre si Monchy-Saint-Éloi arrivait. Donc on ne peut pas parler d'impact négatif pour nous. Et je pense qu'effectivement, on peut en toute confiance soutenir cette initiative. Pour tout dire, quand j'ai dit qu'il y a une majorité qualifiée, c'est que toutes les communes, c'est-à-dire les 9 qui ont déjà délibéré positivement, toutes les communes se sont prononcées pour. Seule la commune de Cramoisy s'est prononcée contre. Donc, malgré l'immense respect que j'ai pour la commune de Cramoisy, je vous propose de ne pas tirer les mêmes conclusions que ce qu'elle a pu faire. Je trouverais un peu dommage que nous donnions une image de repli sur nous-mêmes, même si, bien entendu, le débat qu'on peut avoir maintenant peut mettre en avant des arguments tout à fait respectables. Mais voilà, je pense que c'est le moment de dire que nous n'avons rien à craindre de quoi que ce soit et d'accueillir cet élargissement modeste, mais positivement. Voilà mon rapport. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce sujet? Laurent, qui a déjà le micro. Je voulais justement, le petit document qui est joint en annexe, je voulais faire un petit résumé très rapide. On avait eu une inquiétude, on avait déjà discuté du sujet des réseaux, dont on n'a pas connaissance en fait, de la qualité des réseaux. Effectivement, dans le rapport, c'est inscrit. Néanmoins, la Vallée Dorée avait beaucoup moins de compétences à gérer que n'en a l'AXO. Et justement, en se disant qu'en plus, il y avait un ingénieur territorial qui était chargé de l'entretien des réseaux, on peut quand même imaginer que c'était plutôt suivi et plutôt en bon état.
Si ce n'était pas le cas, ça ne représenterait que 2,5% de la totalité du réseau de l'Axo demain, avec le réseau en plus donc de Monchy-Saint-Éloi, ce qui n'est pas non plus un truc monstrueux d'un point de vue global, quoi. D'un point de vue, on peut repasser vite fait les différents thèmes. Attribution de compensation. Monchy, en arrivant sur l'Axo, devrait avoir une attribution de compensation qui augmente légèrement. Néanmoins, comme il y a beaucoup plus de compétences obligatoires que les villes doivent redonner à l'agglomération, ils vont perdre à nouveau un petit peu dans leur attribution de compensation. Donc il y a une augmentation, puis ensuite on va leur en retirer un petit peu. Bon, ça devrait faire à peu près coup nul, mais les attributions de compensation pour toutes les communes de l'Axo, il n'y a absolument aucun impact. Il y a le fonds de péréquation, vous vous souvenez, le FPIC, qui sont une sorte de redistribution aux communes pauvres, aux communes riches, etc., dans une agglomération, il y a toute une chose comme ça. Monchy devrait récupérer un petit peu plus, un petit peu d'argent sur ce côté-là. Et nous, Saint-Leu, on devrait perdre 3 300 €, ce qui n'est pas une somme monstrueuse. D'un point de vue DGF, c'est pareil, Monchy devrait perdre un petit peu. Oui, l'Axo devrait récupérer un petit peu, et nous, on devrait perdre 3 400 €. Concernant les impôts des entreprises, Monchy, en passant à l'Axo, devrait avoir une quinzaine d'entreprises qui vont payer beaucoup plus d'impôts qu'elles ne le faisaient auparavant dans la Vallée Dorée. Par contre, c'est absolument neutre pour toutes les communes de l'Axo, le fait que Monchy-Saint-Éloi rejoignent l'agglo. Tout ce qui est taxes foncières, bâties et non bâties, ça fait vraiment des taxes supplémentaires pour la commune de Monchy, le passage de la Vallée Dorée à l'Axo. Par contre, sur la taxe des ordures ménagères, ils récupèrent un petit peu. Ils payaient beaucoup plus dans la Vallée Dorée qu'ils ne payeront demain à l'Axo. Et l'impact est neutre au niveau de toutes ces taxes pour les communes de l'Axo avec l'arrivée de Monchy. Attribution de compensation, je vous en ai parlé. Il y a une notion de coefficient d'intégration qui est assez importante à l'Axo, et il y a un gros travail qui est fait pour essayer d'améliorer ce coefficient d'intégration. Ben là, pour le coup, on ne va pas dans le bon sens avec l'intégration de Monchy, mais ça diminue un tout petit chouille. Bon, ben, ça va nous demander des efforts supplémentaires globalement pour essayer d'améliorer tout ça. Donc en gros, si on fait une petite synthèse de tout ça, il y a du plus et du moins pour Monchy, un peu dans tous les sens. L'Axo a des recettes fiscales qui vont bien augmenter, hein, on est à plus de 600 000 €. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'agglomération. Et nous, finalement, on n'a pas grand-chose d'un point de vue argent à gagner, mais ça ne nous coûte pas grand-chose non plus, c'est 6 000, 7 000 €. Par rapport aux bénéfices, peut-être, de récupérer une commune qui est une commune similaire à la nôtre, hein, finalement, dans une agglomération où il y a deux grosses villes, une troisième avec Montataire, où on est vraiment dans un côté urbain, d'avoir une multitude de petites villes, on va dire, intermédiaires, c'est quand même intéressant pour avoir un poids un peu plus important. Et ça, c'est intéressant. Par rapport à la DSC, en revanche, Frédéric, là, je ne te rejoins pas sur ce sujet-là, parce que la DSC, elle avait déjà été discutée avant l'arrivée de Monchy. Donc, finalement, ce n'est pas un plus, quoi. On l'avait de toute façon, quoi. Bon, voilà, c'était juste pour faire un petit point comptable. Donc, en gros, ça va nous coûter un petit peu, mais pas grand-chose. Et je pense que, finalement, globalement, c'est plutôt une bonne option aussi. Je suis assez pour. Non, tu as raison sur la DSC. Hein. Je n'ai pas dit que c'était Monchy qui nous l'amenait. Ça a été mis en place juste avant sous une forme qui actuellement est financée uniquement par les fonds propres de l'Axo. Et s'il y a un débat actuellement à l'Axo, il n'est pas avec les petites communes, il est avec une commune plus grande qui n'est pas Creil, qui n'est pas Nogent, et qui est moins convaincu pour l'instant qu'il faille remettre à plat certaines attributions de compensation qui pourtant reflètent parfois des positions un peu anciennes, en fait. L'idée, c'était de faire des vases communicants. Donc la discussion est toujours en cours, mais de toute façon, cette DSC, elle est mise en place pour 2025, et c'est pour ça que je dis que dans la situation actuelle, en 2025, on aura plus à gagner avec la DSC que ce qu'on pourrait avoir à perdre par l'entrée de Monchy. Voilà. Tu m'as fait penser d'ailleurs que sur
la difficulté de faire entrer une nouvelle commune, c'est-à-dire d'appliquer les services à la population de l'Axo, notamment ceux qui étaient représentés tout à l'heure par Madame Clairville. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de coupure franche. Si un service n'est pas mûr à être transposé à l'Axo, à Monchy, pardon, eh ben, Monchy continuera à être desservi par sa communauté de départ, et puis dès que tout ça est mûr, tout le monde appuie sur le bouton et puis il y a un transfert. Voilà pour ces précisions. En tout cas, merci Laurent de ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou questions? Eric. Juste une remarque. Donc, je vous rejoins totalement sur les arguments. Moi, je suis aussi plutôt favorable à cette intégration de cette nouvelle commune dans l'Axo. Moi, je projette un petit peu dans les années à venir. Monchy donc, fait partie du Lian-Courtois, comme tu disais. C'est une petite communauté de communes, 23 000 habitants. Monchy, c'est 2 000, donc ils vont se retrouver à 20 000 habitants. Est-ce que cette communauté de communes est viable? Est-ce qu'à terme, ce n'est pas la disparition annoncée du Lian-Courtois? Et ça voudrait dire qu'il y aura d'autres communes potentiellement qui rejoindront l'Axo. À mon avis, il y aura une séparation avec le Clermontois et puis l'Axo. Donc, quel sera l'impact après? Il sera peut-être plus important. Il y a Lenqueville qui touche Monchy, Monqueville aussi. Que deviendront les services du Lian-Courtois? Est-ce qu'il y aura du personnel à réintégrer au niveau de l'Axo? Là, il y aura peut-être un impact financier plus important si jamais le Lian-Courtois devait disparaître. Je me projette peut-être un petit peu loin, mais c'est le genre de scénario qui peut se produire. Non, c'est une question légitime. Alors déjà sur la géographie, et c'est bien pour ça que c'était assez naturel que Monchy envisage de revenir de notre côté, c'est qu'elle est déjà limitrophe avec Villers-Saint-Paul et avec Nogent en fait. Donc ça n'arrive pas de nulle part. Et par contre, je confirme que l'intention n'est pas du tout d'affaiblir la communauté du Lian-Courtois en commençant par là. Sincèrement, voilà, je n'ai pas entendu d'intention cachée d'aller plus loin dans un deuxième temps. On peut d'ailleurs continuer à fonctionner comme on le fait actuellement dans des coopérations interco, puisque finalement, avec la communauté du Lian-Courtois, on partage déjà un syndicat mixte de développement de zones d'activité économique qui s'appelle le SMVB. C'est le syndicat qui est par exemple propriétaire des locaux d'une entreprise qui est juste à l'articulation entre Nogent et Laigneville, et c'est les locaux de l'ancienne fonderie Montupet qui s'appelle maintenant McLaren. Donc, vous voyez, on est déjà à la frontière. On partage aussi le travail en cours en ce moment sur le SCOT, c'est-à-dire ce schéma de cohérence territoriale qui permet justement d'élargir un peu le cercle des réflexions entre différentes communautés de communes. Donc je ne décèle pas de besoin de part et d'autre de changer la donne. De toute façon, par rapport à la loi d'il y a quelques années, la communauté du Lian-Courtois reste au-dessus de 20 000 euros, qui était la barre qui était effectivement fixée pour être comme une limite un peu de viabilité des communautés de communes, mais elle est déjà très structurée, elle a beaucoup de services. Pour ceux qui connaissent, elle a une belle base de loisirs, plus petite que la nôtre, mais quand même tout à fait charmante, qui est à Monnieuxville, qui s'appelle le parc Chédeville. Donc voilà, il n'y a pas du tout de volonté d'affaiblir tout ça. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, pardon. A-t-on une idée des arguments développés par Cramoisy pour dire non? Je l'ai un peu laissé entendre tout à l'heure. Apparemment, c'est plutôt une crainte générale vis-à-vis de l'avenir qui s'est peut-être comme ça concrétisée dans cette idée que l'Axo serait peut-être moins attentive aux besoins de Cramoisy, mais je me permets de dire que voilà, je pense qu'on peut ne pas partager cette crainte qui n'a pas été partagée par aucun des autres villages d'ailleurs. Et en ce qui nous concerne, voilà, les projets de la commune sont bien connus, on y travaille. Les projets qui nécessitent l'implication de l'Axo sont bien connus aussi, c'est
c'est la voie sur berge. Ça avance, c'est compliqué parce qu'il y a des terrains à racheter, il y a des maîtres d'œuvre à coordonner, mais 2025 sera le début des premiers travaux. Il y a plusieurs segments qui sont en train d'être phasés. Nous avons déjà bénéficié de l'AXO, ce n'était pas la question, mais j'en profite. Nous avons déjà bénéficié de l'AXO pour le très bon prix auquel nous avons pu racheter la maison de la petite enfance, puisque je vous rappelle qu'on l'a racheté au même prix que la commune l'avait vendu il y a 20 ans. Donc il y a eu un peu d'inflation entre les deux, mais ça n'a pas été pris en compte. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment été critique des intercommunalités précédentes dans lesquelles nous étions pour savourer quand même un certain nombre de choses. Par contre, oui, il faut défendre ses points de vue, y être très présent. Il y a plusieurs adjoints ici présents qui sont bien conscients de ça, et je pense qu'on peut continuer à défendre notre intérêt dans une AXO un tout petit peu élargie. Y a-t-il d'autres remarques? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, tu as un pouvoir pour un vote contre. Une abstention. D'accord, donc une abstention. Donc, je vous remercie. Adopté à l'unanimité, sauf une abstention. Merci. Pour le sujet suivant, c'est-à-dire le point 14, un avis sur demande d'ouverture dominicale. Est-ce que... on me laisse? Non, tu veux, je t'en prie. Point 14, avis sur la demande d'ouverture dominicale. Le magasin Lidl nous a fait des demandes d'ouverture dominicale pour 2025. Vous avez les dates. Et en fait, bien évidemment, on nous demande un avis, en fait. C'est un avis. C'est encadré par la loi, tout ça. La loi qui, bien évidemment, fait le ménage entre la croissance et l'activité des commerces, mais aussi une égalité de chances économiques. Et ça, c'est important. C'est pour ça que nous, on nous demande un avis sur un type de commerce, mais non pas sur un commerce spécifique de la ville. Donc un type de commerce, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les grandes surfaces de taille équivalente à Lidl. Bon, alors c'est facile, à Saint-Leu, il n'y en a qu'un. Donc finalement, ça se réduit à un seul commerce, mais sinon c'est bien ça le sujet. On nous demanderait notre avis de façon globale. Et l'avis conforme ne sera donné que par l'agglomération. C'est elle qui décide de tout ça. Ensuite, si jamais nous donnons un avis favorable et que l'AXO donne un avis conforme, c'est bien le maire qui fera un arrêté pour spécifier que les dates en question, ce seront des dates d'ouverture pour le magasin Lidl. Voilà. Donc, écoutez, le conseil est appelé à en délibérer. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? 9 dates de dimanche d'ouverture pour Lidl en 2025. Merci. Donc, effectivement, il y a un grignotage progressif, mais qui ne nous semble pas menacer d'autres commerces. Je rappelle, s'il en était besoin, que nous accompagnons le maintien de certains petits commerces. Nous créons des surfaces commerciales nouvelles, et ça a été le cas dans la résidence de la Buissonnière, et ce sera le cas dans la résidence Jean Massé. Je ne sais pas si elle aura ce nom-là, mais en tout cas, vous voyez le projet auquel je fais allusion. Je suis en train encore de travailler pour qu'il y ait une reprise de la Maison de la Presse. Voilà, donc il y a des visites. Voilà, donc bien entendu, notre volonté de soutenir le commerce indépendant ne faiblira pas. Voilà, y a-t-il des remarques sur les questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 15 nécessite que nous nous tournions vers le spécialiste mondial du SE60, Éric Muller. Tu as un micro? Ou Sébastien, pardon.
Ne vous battez pas. Donc, le SE60, que nous connaissons bien, qui nous accompagne depuis maintenant la 6e phase de l'éclairage public, nous accompagne aussi pour tout ce qui est enfouissement de réseau. Et dans ce cadre-là, ça nous permet d'avoir une participation de leur part et ne pas payer la totalité de l'enfouissement. Dans leur méthodologie de travail, il leur faut l'année précédente des éventuels travaux, programmer et pouvoir avoir le financement et commencer à avoir les entreprises pour pouvoir réaliser les travaux. Donc comme nous, on envisage de discuter avec vous sur le prochain budget pour pouvoir réaliser le projet Jean Massé, l'enfouissement des réseaux qui sont indispensables à la réalisation du projet, puisque pour l'instant les poteaux sont en limite de terrain et comme il va y avoir des constructions qui seront en façade, en bord de rue, que ce soit devant ou derrière, ce n'est pas compatible avec les poteaux extérieurs. Il faut enfouir sur cette portion-là jusqu'à peu près l'entrée de l'école primaire. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui de la délibération, c'est d'accepter leur proposition financière, c'est de demander au SE60 de programmer pour 2025 les travaux, qu'on acte le montant, qu'on autorise le versement au fonds au concours du SE60 au moment où on aura voté le budget et qu'on aura décidé de lancer les travaux et prendre que les travaux ne pourront être réalisés qu'après le versement, bien sûr, d'une participation de 50%, de prendre acte que le versement du solde sera à l'achèvement des travaux et qu'on inscrira, bien sûr, dans ce cas-là, au budget, le montant nécessaire de 176 698 €. Voilà, on est appelé à délibérer. Merci Sébastien. C'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à faire de l'enfouissement dans tous nos projets. Mais là, ça s'impose vraiment pour des raisons esthétiques d'entrée de ville et aussi parce que la subvention est très importante. Oui, puis on est sur une contrainte technique aussi. Absolument. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point 16 a été travaillé assidûment par Jérôme Jean. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce beau sujet du SMIOS? Merci. Donc le SMIOS, c'est ce qui a organisé les séjours éducatifs. Il a été déçu en raison de difficultés financières. Le personnel a été reclassé, les biens immobiliers ont été vendus et on doit approuver la répartition de l'excédent budgétaire au prorata des cotisations des communes et le transfert des archives aux archives départementales. Merci beaucoup. Excellente vision de synthèse. Je parlerai de toi au maire de Villers-Saint-Paul qui fait un concours à l'AXO de la synthèse la plus brève. Donc, tout est dit. Merci beaucoup. On avait eu recours au SMIOS la dernière fois pour aider à l'équipement d'une classe de neige. Mais effectivement, il n'a pas réussi à survivre. Donc il est dissous. Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre? Puisqu'on doit quand même approuver cette dissolution. Ce n'est pas simplement prendre acte. Nous devons l'approuver. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas. Merci. Sur la DTO, SAO, on revient sur Sébastien. Donc, nous avons eu le rapport annuel de la DTO SAO, dont nous sommes actionnaires, puisque c'est un système par action. Vous avez dans le document fourni l'ensemble du rapport, où vous avez l'ensemble des chiffres. Moi, je rappellerai juste que ils ont pour mission 2 types de missions, c'est de l'assistance générale et de l'assistance spécialisée, dans les domaines d'eau potable, assainissement, pluvial, voirie, bâtiment, défense incendie, vidéoprotection et urbanisme. Donc dans la partie assistante générale, c'est ce qu'on va plutôt appeler des phases de faisabilité.
Donc c'est à eux qu'on a fait appel en 2023 pour la phase de faisabilité de la maison de la petite enfance, et aussi on avait regardé pour les services techniques. Et ça fait partie du droit qu'on a puisqu'on est, on est adhérent chez eux, et, enfin on est adhérent, on est même actionnaire. Ça fait partie des choses auxquelles on a le droit et des services qui sont rendus. On a aussi de temps en temps des questions à leur poser d'un point de vue, ils font une veille juridique. Quand on a des doutes juridiques ou quoi que ce soit, on peut faire appel à eux en tant que conseil. Et après, ils ont une deuxième phase qui est une phase opérationnelle. C'est ce qui leur apporte. Donc ça, par contre, on doit payer un montant de 600 € hors taxe journalier quand on fait appel à eux pour ça. Et donc, nous, sur le rapport 2023, on y est en prévision de 2024, puisque finalement, ça sera sur le rapport 2024, puisque notre phase opérationnelle, c'est la maison de la petite enfance, auquel on a fait appel à eux en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, où là, on leur a versé un montant, à la fin de l'année, on leur a versé un montant de 36 000 € hors taxe pour nous accompagner dans l'ensemble du projet. Voilà. Donc, voilà. Après, vous avez dans l'ensemble des documents les 1,8 million de recettes qu'ils font sur la partie opérationnelle. Et puis, vous avez la répartition des différents actifs. Et ça, je pense que vous l'avez lu. Y a-t-il des questions sur le système de fonctionnement? Bon. Donc, on est amené à prendre acte du rapport. Donc, ça, c'est dire préciser que le rapport a bien été mis à disposition du public en mairie. Oui, c'est bon. Merci, Sébastien. Tu as bien eu raison de rappeler que c'est une prestation que nous avons réussi à intégrer dans nos besoins. C'est vrai qu'il fut un temps où il y avait d'un côté la DTO qui travaillait pour les petites communes et les SAO qui travaillaient peut-être pour les communes plus grosses que nous. Donc, on ne s'était pas retrouvés à l'époque. Je crois qu'ils avaient travaillé aussi avant que l'équipe actuelle se reforme. Ils avaient travaillé sur le quartier de ce qui est devenu les 3 étangs, en fait. Mais l'affaire n'était pas allée jusqu'au bout en termes de procédure, puisque c'était une zone d'aménagement concerté qui était envisagée à l'époque. C'était devenu un peu trop compliqué. Et donc, si vous vous souvenez, on avait mis fin à cette procédure-là pour accompagner plutôt une cession de gré à gré entre le propriétaire du terrain, Stradal, et l'acheteur Fulton. Depuis, il s'est passé tout ce que Sébastien a très bien résumé. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on a pu bénéficier de ce genre d'outils. Il y a peut-être d'autres choses à faire avec d'autres outils autour du conseil départemental, puisque c'est aussi un opérateur, je dirais, du conseil départemental dont on est en train de parler. Et il y en a d'autres qui pourraient aussi, dont on pourrait se rapprocher. On verra ça dans les prochains mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dernier point de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc, je vous remercie. Il nous reste des questions diverses, avant tout qui seraient posées par les élus présents physiquement. Je ne vois pas. Et au niveau de Facebook, que des bonjours. Eh bien, nous allons retourner les bonjours et on peut accompagner d'une expression qui s'appelle bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt.